réunion du Conseil scientifique élargi, et comme vous le savez, donc, tous les ans, je retournais pour voir quel est le nombre qu'on vient. Je crois que ces réunions ont commencé quand on a changé les statuts, on est passé à LPS, et c'est le milieu des années 90. Donc, pardon? Et voilà, donc on a pris l'habitude, dans le cadre En Marche de la réunion du Conseil scientifique élargi, de faire une matinée ou une journée, parfois une journée entière, dédiée, qui est ouverte d'abord aux scientifiques et dédiée à des thématiques qu'on choisit dans le cadre du Conseil scientifique pour essayer donc, de diffuser l'information et donner des informations notamment à la communauté scientifique de l'Institut Pasteur de Tunis. Et cette année, donc, on fait la même chose. Alors, avant de passer à quelques mots par rapport au programme, donc, je voulais juste rappeler, parce que c'est quand même important, le fonctionnement du Conseil scientifique. Comme vous le savez, le Conseil scientifique est composé de 8 membres élus parmi les scientifiques de l'Institut Pasteur de Tunis, plus le directeur général, ça c'est les statuts de l'Institut. Sur les 8 membres, il y a 4 qui sont chefs de labo et 4 qui sont parmi les autres scientifiques. Et pour les membres du Conseil scientifique, on va dire, qui se réunit régulièrement, le permanent, je reviendrai après à l'énergie. Donc il y a Sen Namir, Boufen Desikra Fizani, qui n'est pas encore là, je crois, Sonia Abdelhaq, Hanan Jalbi, Rin Kefi, Makram Sefi, et on a eu au début de mandat Sissel Rabès, qui, au milieu du mandat, là, il est parti à la retraite, et il est remplacé par Sinisa Abiti. Donc ça, c'est le conseil scientifique de l'Institut, plus moi-même, donc le Régime Nouzir, le directeur général, et qui est, d'après les statuts, président du conseil aussi. Je dis d'après les statuts parce que d'autres instituts, le directeur n'est pas membre du conseil scientifique. Alors, en plus de ça, on a le conseil scientifique élargi, donc qui se réunit une fois par an. Là, c'est la réunion. Et lui, il comprend 3 membres tunisiens non pasteuriens, plus 4 membres non tunisiens, depuis aussi plusieurs années. Alors, les 3 membres non pasteuriens tunisiens sont des représentants des ministères qui ont, on va dire, des activités qui peuvent intéresser l'Institut. C'est le ministère de la Santé, le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Quand les 2 ministères étaient séparés, Enseignement supérieur et Recherche scientifique, on avait 4 membres tunisiens non pasteuriens. Maintenant, c'est le même ministère, donc il y a un membre de ce ministère. Alors, le membre proposé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, c'est Mme Namel Haït. Le ministère de la Santé, c'est Inès Fradi, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, parce qu'elle est impliquée dans le dialogue sociétal. C'est une démarche faite par le ministère de la Santé avec la société civile, et ils ont des déplacements sur le terrain. Aujourd'hui, elle s'est excusée dans un long mail. Et alors, il y a le SADIC qui représente donc, le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche. Les membres donc, internationaux, je dirais étrangers, alors on a une vieille convention, je dirais, parce qu'elle date de pas mal d'années, qui stipule que dans le cadre des relations entre l'Institut Pasteur de Tunis et l'Institut Pasteur à Paris, qu'il y ait 2 membres de l'Institut Pasteur à Paris qui pourraient être ou qui siégeraient dans le conseil scientifique de l'Institut Pasteur de Tunis. On applique toujours cette convention ou cet accord, et les 2 membres donc, de l'Institut Pasteur à Paris qui ont été proposés par le conseil scientifique de l'Institut Pasteur de Tunis et qui ont été confirmés par les tutelles à Paris, c'est Claude Leclerc et Arnaud Fontanet qui sont avec nous aujourd'hui. Et 2 autres membres, donc internationaux aussi, c'est Marc Bonneville, qui est de l'Institut Mérieux, et Saïd Joraï, de l'Institut Gustave aussi. Donc Saïd Joraï, il est membre étranger, mais il est quand même d'origine franco-tunisienne, on va dire. Voilà, donc ça c'est juste pour rappel que les gens sachent. Alors cette année, je veux dire quelques mots avant de passer au programme. Quelques mots sur pas le bilan, mais disons sur un certain nombre de données. En termes d'effectifs, on est resté stable. On est 501 en 2017.
501, c'est les permanents de l'Institut Pasteur de Tunis. Il se compose de 66 administratifs, 129 scientifiques, 105 paramédicaux, 104 ouvriers, 95 entre ingénieurs et techniciens. Sur l'effectif des scientifiques, il y a 59 biologistes, donc le statut de biologiste, PhD, etc., qui peuvent parfois avoir un autre background, hein, il y a des vétérinaires, PhD et d'autres. Alors, j'arrive pas à lire très bien, donc il y a les médecins, c'est 32. Les enseignants-chercheurs, parce qu'on a le statut des enseignants-chercheurs, donc qui relève du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. On a 10 vétérinaires et 10 pharmaciens. Voilà, donc maintenant, très rapidement par rapport aux chiffres, les activités sont en train d'augmenter, donc vous allez les voir dans le rapport d'activité détaillée qui sera mis en ligne aussi incessamment. Au niveau des activités de diagnostic, il y a une augmentation de 3%, je crois. Au niveau des activités de production, une augmentation de 12%. Au niveau des publications, il y a une augmentation. Au niveau de la formation, on a beaucoup de soutenance cette année. Vous savez qu'il y a eu l'ancien système, le nouveau système, il y a des gens qui étaient obligés de toute façon de soutenir. Cette année, on a eu 44 thèses qui ont été soutenues, donc des gens à l'Institut Pasteur de Tunis, 49 masters, 22 PFE, et d'autres thèses médecine et pharmacie et médecine vétérinaire, un total de 136, ce qui a réduit le nombre d'étudiants inscrits, donc en 2017, qui est passé de 262 en 2016 à 176 en 2017. Donc c'est bien, et d'ailleurs, toujours dans les réunions du Conseil scientifique élargi, on nous fait la recommandation on a trop d'étudiants, et donc heureusement qu'il y a beaucoup qui ont soutenu. Bien sûr, il y a des gens qui sont peut-être en postdoc, ou ça, à la recherche encore, des choses comme ça. C'est vrai que c'est pas toujours évident à gérer, mais il faut qu'on se focalise quand même sur ceux qui restent et pour essayer d'améliorer la qualité de l'encadrement. Alors, d'autres chiffres, donc, le chiffre le plus important, qui a augmenté d'une manière extraordinaire cette année, c'est les projets de recherche. Donc, on a en tout actuellement, il y a 23 projets qui sont encore actifs et qui sont obtenus avant 2017. Sur ces 23, en plus de ces 23, on a eu 34 ou 37 nouveaux projets obtenus en 2017. Sur les 37, il y a 11 notifications pour des projets qui ont démarré ou démarrent en 2018. Ce qui nous fait, on est l'Institut, la structure de recherche tunisienne la plus impliquée et de loin dans les programmes H2020. On a 8 projets à l'échelle nationale, toutes spécialités confondues. Il y a 32, 33. Donc vraiment, on a un bon quart de projets qui sont à l'Institut Pasteur de Tunis. Dans le domaine de la recherche médicale, on est parmi les rares où, quand le partenaire est tunisien, enfin, on est les seuls où, quand le partenaire est tunisien dans les thématiques santé, c'est l'Institut Pasteur de Tunis. Alors, à côté de ça, on a d'autres projets financés par NIH et par d'autres bailleurs de fonds. Et la liste, vous allez la trouver de toute façon dans le rapport scientifique, enfin le rapport de PV, le rapport d'activité de l'année 2017. Voilà. Donc, et tout ça malgré une situation difficile. Difficile parce que les crédits des laboratoires de recherche a baissé de façon très significative. Donc, on était autour de moyenne de 250, 200, je dirais une moyenne de 200, mais ça pouvait atteindre 250 000 dinars par an et par labo. On est autour d'une moyenne de 80, même inférieure parfois, 80 000 dinars par labo et par an. Et 80 000 dinars d'aujourd'hui, c'est à peu près 60 ou 50 000 dinars d'il y a quelques années, vu la dévaluation du dinar tunisien par rapport aux devises. Et là, depuis un an, depuis même plus, dans le conseil scientifique, au niveau de la communauté scientifique, on a poussé
Donc au niveau institutionnel, grâce notamment à un certain nombre de personnes et la cellule communication, valorisation et transfert et l'effort d'un certain nombre de personnes pour la détection de projets, des réunions, et on a été, et grâce à vous, donc là je remercie tous ceux qui sont impliqués dans ces nouveaux projets au cours de l'année 2017, donc on a soumis et on a eu pas mal de succès. Quand on voit le succès dans le programme H2020, on est à peu près à 40%, alors que la moyenne au niveau international, c'est 10-15%. Donc, bien sûr, ça dépend des thématiques, ça dépend des types de projets. Voilà, donc je voulais faire cette petite introduction. Encore une fois, pour revenir aux difficultés, on a des impayés. Donc ça, c'est bien que les gens le savent, parce que quand on fait de la recherche, bien sûr, il y a des choses institutionnelles, on veut s'équiper, on veut des gros équipements, il y a tout un programme par rapport à ça. Malheureusement, parfois, on ne peut pas réaliser, parce que le ministère de la Santé nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour acheter tel et tel truc. Et deuxièmement, quand on veut acheter sur nos propres fonds, on a de l'argent, on a dépensé, ou des services qu'on a réalisés, pour lesquels on n'a pas été encore payé. Et le montant, il est autour de 12 millions de dinars. Donc il y a autour de 5 millions de dinars. Ce sont des analyses qui sont commandées, demandées par les différentes structures hospitalières, donc avec des bons de commande qui ne sont pas honorés après. Et 7 millions de dinars à peu près, c'est la pharmacie centrale de Tunisie qui, elle, souffre d'énormes problèmes de liquidité. Donc, tous reconnaissent leur dette, tous signent des choses, etc. Et je n'arrête pas de contacter les différents responsables pour faire le recouvrement et tout ça. Je le fais moi-même, mais parfois en faisant des menaces, des tensions, etc. Malheureusement, la situation du pays fait qu'on n'a pas pu, disons, faire le recouvrement comme il faut pour bénéficier de ces montants, pour les injecter dans les programmes de recherche, pour les injecter dans les achats d'équipements, pour les injecter dans l'amélioration en général des conditions de travail. Malgré ça, bravo à tous les scientifiques de l'Institut, puisque, comme je vous l'ai dit, les indicateurs en termes de performance, toutes les missions, ils sont vraiment d'augmentation et on est fiers. Et encore une fois, donc, je remercie tous les scientifiques et tous ceux qui ont contribué à ces actions. Je ne parle pas des succès en termes de prix, en termes de distinction. Il y a beaucoup de scientifiques qui ont eu ces prix. Les techniciens, quand ils vont dans les journées des techniciens en biologie, ils ratent pratiquement tous les prix, le premier, le deuxième, le troisième, des présentations, etc. Les scientifiques aussi, les jeunes, à l'échelle africaine et ailleurs. Voilà. Alors, ce programme aujourd'hui, pour le programme d'aujourd'hui, on vous propose un projet qui vient d'être accepté, c'est dans le cadre de Tunic. Donc c'est un projet, financé dans le cadre du programme H2020. Il va être présenté par Henry Mendes, qui est le coordinateur avec une équipe de l'Institut Pasteur de Tunis. On va vous donner les détails. C'est rentre dans le cadre des programmes Tunic. Il se fait avec 4 grandes institutions mondiales d'excellence, et c'est le but un petit peu du Tunic, et vous allez avoir plus de détails par rapport à ça. Après la pause café, donc Arnaud Fontanet va nous faire une conférence sur faut-il craindre les pandémies. Donc, et là, ça va être, on est vraiment très curieux de voir un petit peu par rapport aux nouvelles données d'émergence et comment s'organiser pour se préparer aux pandémies. Sissane Boubaka nous présentera après l'évolution des activités de notre centre régional de formation. Le centre régional de formation à l'Institut Pasteur de Tunis a été obtenu en 2015. Après appel d'offres, l'OMS divise le monde en 6 régions. Dans chaque région, a fait un appel d'offres et identifie un centre régional de formation. Et en 2015, l'appel d'offres c'était en 2014, nous avons appliqué le centre régional de formation pour la région OMS Méditerranée orientale et à l'Institut Pasteur de Tunis. Il est surtout des formations dans le cadre de l'éthique, des bonnes pratiques de laboratoire, des bonnes pratiques cliniques et de l'implémentation de la recherche. Il y a des activités dans ce cadre-là qui vont être présentées par Sissane Boubaka. Et il le fait d'autant plus que cette année, on vient d'avoir la notification de la reconduction de ce centre régional de formation pour encore 2 années, parce que le programme a correspondé aux objectifs du PPR OMS. Un autre, si vous voulez, projet institutionnel qui sera présenté aujourd'hui, c'est le centre d'investigation clinique qui sera fait par Ahmed Riki. C'est aussi un appel d'offres là tunisien.
pour l'identification de centres d'investigation clinique, parce que la Tunisie voudrait investir, on va dire, et promouvoir tout ce qui est recherche clinique, y compris les thérapeutiques, etc., parce qu'il y a un potentiel en Tunisie, d'après les chiffres dont on regarde clinicaltrial.gov, et il y a la majorité, il y a plus de 1000 qui viennent d'Afrique du Sud, il y a quelques centaines d'Égypte, et en troisième position, c'est la Tunisie, avec 100 et quelques, quand on fait le clinicaltrial.gov. Donc il y a un potentiel par rapport à ça. Et donc, il y a le appel d'offres là aussi. Les 4 centres d'investigation clinique ont été identifiés. L'un de ces centres est à l'Institut Pasteur de Tunis. Au passage, 2 autres centres qui ne sont pas à l'Institut Pasteur de Tunis sont des partenaires, dont un est coordonné par Aïda Boulabine, qui est de l'Institut Pasteur de Tunis, mais il est à l'hôpital Habib Faber, et un autre à Manouba, en neurologie. Il y a le groupe de Sonia qui est partenaire dans ce centre. Donc, vraiment, on est actif dans ces centres d'investigation clinique. Voilà, donc ça c'est un petit peu la journée et les différentes présentations et les choses qu'on va faire. N'hésitez pas à poser des questions. Ces programmes-là, ce sont des programmes institutionnels. On fait exprès, parce que on choisit ces thématiques. C'est vrai qu'il y a des membres qui sont dans l'équipe des différents programmes, qui sont dans les différents laboratoires, mais c'est bien que la communauté scientifique et tous les scientifiques soient informés par rapport à ces actions, parce que tous les scientifiques sont éligibles dans le cadre de ces activités. Par exemple, dans le programme Find Access, vous allez voir pour le projet H20, et elle va donner plus de détails, c'est des actions de formation, entre autres, qui sont destinées aux scientifiques de l'Institut Pasteur, à tous, même ceux qui n'ont pas contribué, on va dire, à la rédaction du projet. Okay, donc voilà. Alors, sans plus tarder, j'invite Helmi pour nous parler du projet H20. Find Access. Transgenic omics data analysis capacities in pathogen host interaction.